Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente fin de semaine. J'adore nos tout nouveaux rendez-vous du milieu de la semaine et honnêtement, même si c'est compliqué, je vous l'ai dit la dernière fois, je manque de temps et des fois j'ai l'impression de vivre dans un épisode de 24 heures chrono et que je suis Jack Bauer et qu'il faut absolument que je sauve la vie du président. Mais que le temps me manque, bon c'est un peu ça, sauf que je n'ai aucune envie de sauver aucun président, que les choses soient claires. J'adore malgré tout ce nouveau rendez-vous et d'ailleurs j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Alors ce sujet de ce dimanche, il me tient particulièrement à cœur et il m'a révolté. Vous l'avez vu dans la miniature, vous doutez de ce dont je vais vous parler, mais je suis comme une dingue parce qu'alors là, pour le coup, je n'étais pas au courant. J'ai découvert ça au détour d'une conversation Twitter et je suis comme une dingue. Alors j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet. Avant de commencer et d'y aller franco, je voulais d'abord vous parler de mon partenaire du jour. Regardez donc ces écouteurs. LYTMI lance une révolution sonore avec ses écouteurs ouverts ultra légers de seulement 6,7 grammes. Grâce à leur conception fine et élégante, ils garantissent un confort optimal pour une utilisation quotidienne, que ce soit pour le sport, les trajets ou la vie active. Et les points forts, légèreté incomparable. Parmi les écouteurs les plus légers au monde, vraiment. Le design ultra fin, cadre auriculaire le plus mince au monde encore, pour une allure hyper stylée. Confort et stabilité, flexibilité maximale avec une structure en silicone liquide et acier à mémoire de forme. Et quant à la qualité sonore, elle est avancée. Bluetooth 5.4 pour des basses profondes et des aigus puissants. Et je suis vraiment ravie parce que ça faisait partie des placements de produits que vous m'avez suggérés, que là il s'agit, je vous l'expliquais, d'une toute nouvelle technique, que le prix est on ne peut plus correct et que honnêtement ils n'ont pas à rougir et que personnellement je trouve que le son est même meilleur que tous les iPhones et compères que tu payes la peau des fesses et qui en vérité casse pas trois pattes à un canard. Donc franchement, j'ai testé et je vous recommande. Voilà, ceci étant dit, revenons au sujet qui nous intéresse. Alors que nous sommes officiellement à 3 mois de la réouverture de Notre-Dame de Paris et qu'on apprenait cette semaine que la cathédrale vient de retrouver ses 8 cloches, on a pu voir les premières photos de l'intérieur fuiter. Et comment vous dire les amis, ça pique les yeux. Enfin, moi littéralement, ça m'a fait saigner les yeux. Et quand en plus de surcroît, on apprend que le couple Macron désire changer les vitraux pour les remplacer complètement arbitrairement par des vitraux contemporains, il y a de quoi se poser, je vous le dis tout de go, de vraies questions. Il y a peu, Emmanuel Macron avait laissé entendre qu'il souhaitait que les anneaux olympiques soient aussi installés sur la devanture de la cathédrale. Déjà que sur la Tour Eiffel, c'est immonde, en plus de n'avoir aucun sens, ni esthétique, ni historique, ni pratique, ni rien, hein. Le gars s'est dit, et pourquoi pas faire un doublon et venir aussi saccager la structure de Notre-Dame de Paris. En gros, après avoir voulu changer la flèche de Notre-Dame, voilà qu'il s'attaque à l'architecture extérieure, à l'architecture intérieure et aux vitraux de Viollet-le-Duc. Et vous allez voir, pas que. Une preuve, s'il en fallait une autre, que les pouvoirs mis en place travaillent dans l'intérêt d'une cancel culture qui gagne du terrain. Et ça, je trouve que c'est effrayant. On dirait bien que cela devient une habitude de détruire notre héritage, d'effacer nos racines, nos traditions, et j'en passe. Très certainement, vous vous en doutez, pour ne pas entraver, ne pas faire obstacle à l'Europe fédérale. Une step de plus dans l'agenda mondialiste. Attention, accrochez-vous, c'est délirant et c'est maintenant. On y va. L'incendie dévastateur de Notre-Dame en 2019 a ému le monde entier. Mais ce qui devait être un symbole de résilience et de restauration s'est transformé en un spectacle de mauvaise gestion et d'opportunisme politique. 4 ans après l'incendie, la restauration de Notre-Dame de Paris est bien loin d'être terminée.
Pourtant, le président de l'institution publique chargée de la restauration confirme que la cathédrale rouvrira partiellement fin 2024 comme prévu. La restauration de Notre-Dame de Paris a été marquée par des retards, des dépassements de coûts et des querelles politiques. Le projet a été critiqué pour son manque de transparence et pour l'absence de consultation publique, et ça dès le départ. Mais bon, comme si notre cher président allait perdre son précieux temps à demander l'avis du peuple ou à minima l'avis de ses électeurs. Franchement, à part organiser des banquets à faire pâlir Louis XIV, des concerts qui feraient passer l'Eurovision pour de l'art contemporain et des allocutions télévisées où il se prend pour un philosophe incompris, il est en tournée perpétuelle. Secret bien gardé de ma propre analyse, parce que ça c'est ma lecture à moi, je suis certaine qu'au fond, M. Macron, il rêve de faire une télé-réalité en mode les Marseillais à l'Élysée, ou d'être genre l'influenceur ultime du gouvernement. Toujours une caméra, jamais une solution. Toujours en représentation, jamais en action. Ce serait un petit peu, si je devais moi être en charge de sa campagne, comme ça que je le définirais. Il y a, les amis, tellement à dire que je ne sais réellement pas par où commencer. Vous l'avez compris, le gars, je l'ai dans le pif, ça fait un moment. J'essaie de ne pas politiser ma chaîne, j'essaie toujours de me montrer dans le respect de chacun, les inimitiés des uns, la sensibilité des autres. Mais là, le gars, il me sort des yeux. Jetons d'abord un coup d'œil au tout nouveau mobilier qui vient d'être adoubé. Vous allez voir, c'est pareil, hein? Protégez vos yeux. La restauration de Notre-Dame de Paris s'apparente clairement à une descente aux enfers artistiques. Dans une époque où le respect du sacré est éclipsé par une fascination pour le sensationnel, notre vénérable cathédrale a été transformée en un décor qui évoque plus une séance d'exorcisme qu'un lieu de culte. Vous êtes en train de voir les photos et je pense que ça parle, je ne vais pas les décrire une par une parce que ça me met en rage et que j'essaie de préserver ma tension. Bref, c'est une tragédie qui se joue non seulement pour Notre-Dame, mais pour nous tous qui devons assister à cette profanation de notre patrimoine. Parce que non, ce n'est pas qu'à M. Macron et à son épouse. Pourtant, là je vais faire une petite blague mesquine, mais je l'ai mauvaise et quand je l'ai mauvaise, je suis mesquine. Pourtant, je pensais qu'il aimait les trucs anciens, compte tenu de son épouse. Je me suis dit, lui, il va respecter l'ancien, le vieux, il aime. Ah ben non. Oui, je vous l'avais dit, c'était mesquin. Je poursuis. C'est comme si les responsables de la restauration avaient clairement décidé de transformer Notre-Dame en une attraction touristique macabre plutôt qu'en un lieu de prière et de recueillement. Et là, je dis restauration macabre, etc. Mais ceux qui savent, savent. On est bien d'accord que ça ressemble plus dorénavant à un temple maçonnique qu'à une cathédrale. Et ça, c'est un affront à l'histoire et surtout à la spiritualité de ce lieu sacré. Et pour ce faire, il est nos limites et il ose tout. Récemment, on apprenait via une pétition. Alors attention les amis, cette pétition, je vous la mets dans la barre de description de cette vidéo. Ils sont, la dernière fois que j'ai checké, à 20 000 signatures. Je crois qu'ils en ont besoin de 50 000. S'il vous plaît, mobilisez-vous parce que je pense que la cause est vraiment importante. Parce qu'on apprenait via cette pétition donc que le président de la République, dans un élan de décision solitaire, a choisi, sans le moindre égard pour le code du patrimoine ou l'intégrité de Notre-Dame de Paris, de remplacer les vitraux de 6 chapelles sur 7 du bas-côté sud par des créations contemporaines suite à l'organisation du concours. Parce que oui, il a organisé un concours et il y a 8 artistes qui ont été sélectionnés. J'ai pas réussi à trouver tous les vitraux qui ont été proposés, mais vous allez en voir quelques-uns en photo et honnêtement, si ça c'est de l'art, je l'ignorais, mais dès 5 ans, j'étais artiste, quoi. J'aurais pu exposer dans une galerie. Parce que, visiblement, dans la tête de Emmanuel Macron, rien ne crie préservation du patrimoine comme une touche de modernité imposée. Les vitraux de Notre-Dame de Paris, conçus par Viollet-le-Duc, n'étaient certes pas les originaux, mais ils avaient au moins été pensés comme un ensemble cohérent. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout le cas dans ces nouvelles propositions. L'architecte avait clairement voulu recréer une harmonie fidèle à l'esprit gothique de la cathédrale. Aux vitraux historiés du déambulatoire, du chœur et du transept venaient s'ajouter dans les chapelles de la nef des verrières décoratives en grisaille. Viollet-le-Duc recherchait ici une unité architecturale et une hiérarchisation de l'espace, faisant de ces vitraux une part essentielle de son œuvre. D'ailleurs, le chantier actuel inclut le nettoyage et la consolidation de ces éléments, dans l'espoir, bien évidemment, de retrouver cette cohérence perdue
qui fait qu'au final c'est juste majestueux. Comme l'explique donc cette pétition, peu après l'incendie, des menaces avaient pesé sur les 10 vitraux d'entrée de jeu, qui, rappelons-le, les vitraux n'ont pas été touchés, ni même détériorés par l'incendie, et qui sont classés monuments historiques au même titre que l'ensemble du monument. D'ailleurs, le ministère de la Culture avait été très clair par la voix de la ministre de l'époque, il n'était pas question de toucher aux vitraux. C'est pour cette raison que l'hypothèse de leur remplacement n'a jamais été examinée par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, l'instance chargée de conseiller le ministre pour les travaux importants sur les monuments historiques. Parce que oui, n'en déplaise au président, il y a quand même des règles et tout ne lui est pas permis. Forcément, une question bien légitime s'impose, et pas des moindres. Qui a donné au chef de l'État le droit de modifier une cathédrale qui n'est absolument pas sa propriété personnelle, mais celle de tous? C'est le patrimoine de la France. Mec, t'es là que pour une durée déterminée, même si je pense que tu as un plan derrière la tête qui pourrait faire de toi le nouveau monarque absolu de la France. Mais la vérité, c'est que c'est pas chez toi. Tous les monuments historiques français ne t'appartiennent pas. À un moment donné, la mégalomanie, va falloir que quelqu'un passe à lui dégonfler, parce que en plus de faire erreur sur erreur, maintenant il se moque du peuple français, mais en figure, sans plus de fioritures, et il cherche même plus à arrondir les angles. Et attention, ne vous méprenez pas sur mes propos, parce que j'en ai assez aussi qu'on noie les vrais sujets sous une question de forme, quand ce qui est important, c'est le fond. Mais quand même, l'introduction de vitraux contemporains dans un édifice ancien n'est absolument pas en cause ici. Attention, le service des monuments historiques y ayant fait droit tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, quand il fallait remplacer des vitraux abîmés ou détruits par le vandalisme ou à l'occasion de guerre, comme ça a été le cas à la cathédrale de Nevers. Mais nous ne sommes absolument pas ici dans le même cas de figure. Ces verrières ont échappé à l'incendie et sont en parfait état, et elles ont été nettoyées depuis avec l'argent des généreux donateurs. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est pas de sa poche qu'Emmanuel Macron, parce qu'à ce moment-là, on aurait pu se dire, attends, son argent, ses goûts. Mais c'est même pas ça. C'est que le gars, il va ponctionner l'argent auprès de généreux donateurs, et qu'en plus, il fait quand même que ce qu'il veut. Alors que les gars, ils ont payé pour qu'ils soient nettoyés. Mais attention, une preuve encore que vraiment, il se prend pour un autre. Les créations contemporaines, je vous le disais, ont toute la place dans l'architecture historique lorsque les originaux ont disparu. Ça, il n'y a même pas de discussion à avoir et je ne reviens pas dessus. Mais elles n'ont pas pour rôle, et ça je le dis pour les durs de l'oreille, de remplacer des œuvres qui sont encore là. C'est même aberrant. Et sachez qu'en plus d'être absurde, ceci est complètement illégal. Et oui, illégal. L'importance d'une telle opération, un vitrail n'est pas un simple objet, c'est une composante essentielle d'une architecture, aurait certainement justifié une présentation du dossier devant la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans sa 3e section travaux. Le seul problème, c'est que l'on connaissait d'avance la position de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, respecter la doctrine des monuments historiques, puisque c'est son mot d'ordre. Cette position était d'autant plus attendue que le projet de nouveaux vitraux date en réalité de 2020, lorsque l'archevêque de Paris, à l'époque Monseigneur Aupetit, avait déjà proposé de remplacer les verrières des chapelles du bas côté sud de la nef. Le ministère de la Culture avait alors exprimé une ferme opposition à ce projet par la voix de la ministre Madame Bachelot. Ces services avaient en effet expliqué les difficultés d'un tel projet qui porterait atteinte à l'intégrité historique parfaitement documentée de la cathédrale. Plus clair que ça, tu meurs. Pour éviter les obstacles lors de sa visite en décembre 2023, le président de la République a affirmé que le principe de l'opération avait été présenté aux commissions compétentes en juillet 2023. Mensonge, pas le premier, pas le dernier malheureusement, mais mensonge. Ce mensonge venant d'un haut responsable politique fait en réalité référence à une séance de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture de juillet 2023 qui avait uniquement discuté du futur mobilier liturgique de la cathédrale.
Lors de cette réunion, l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, avait vaguement exprimé le souhait de voir des vitraux nouveaux dans certaines chapelles sans proposer aucun projet concret. Et quand on vous dit qu'il a dit à demi-mot, Monseigneur Ulrich, il a dit à demi-mot. Pourtant, quelques mois plus tard, le 4 décembre pour être précise, Monseigneur Ulrich demandait formellement la réalisation de vitraux contemporains dans 6 chapelles du bas-côté sud, directement à la présidence de la République et non au ministère de la Culture. Petit dîner entre amis, pour pas dire autre chose. Cette démarche a porté ses fruits puisque le 8 décembre, M. Macron annonçait publiquement son soutien à cette demande, contournant l'avis du ministère de la Culture qui avait rejeté le projet en 2020. Si cette anecdote, parce que certains n'y verront peut-être qu'une anecdote, plante quand même sacrément le décor sur la personnalité du mec qui dirige la France à l'heure actuelle. Plus de mégalomanie, plus de manipulation, plus de turpitude que ça, je ne sais pas si tu peux trouver. Le 8 mars 2024, la nouvelle ministre de la Culture, Madame Rachida Dati, mettait donc en place un comité artistique ad hoc, dirigé par Bernard Blisten, pour sélectionner le projet des vitraux. Fin juin, ce comité avait sélectionné 5 groupements d'artistes parmi les nombreuses candidatures reçues. Mais la procédure a ensuite rencontré des complications. Forcément, heureusement, que tout n'est pas non plus trop simple pour eux. Le président de la République n'a cependant pas caché son mécontentement en apprenant que la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture avait voté contre le projet de remplacement des vitraux de Viollet-le-Duc par des vitraux contemporains. Ils sont contre, il l'avait dit. Ben non, lui ça le met en colère. Et surtout surpris, oui il était chafouin Emmanuel, parce qu'il a d'abord cru, comme le ministère, que les fonctionnaires, représentants du ministère dans la commission, avaient voté contre lui. Alors, vous imaginez, on ne peut pas voter contre lui. Il n'a pas d'opposition, il ne doit pas y avoir d'opposition. Parce qu'effectivement, quand il a vu le procès-verbal, ça indiquait que tout avait été voté à l'unanimité. Il faut savoir qu'en réalité, les fonctionnaires avaient reçu l'ordre de voter en faveur du projet présidentiel et que c'est pour ça qu'il était chapouin, parce qu'il s'est senti trahi, ce qui soulève quand même de sacrées questions sur la crédibilité d'une commission censée conseiller le ministre de la Culture alors que certains membres se voient dicter leur vote. Mais lui, Macron, ça, il s'en fout, il s'en fout qu'il y ait des questions d'éthique et que c'est absolument pas normal. Non, 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 lui, il était tellement énervé d'avoir cru que ces fonctionnaires à qui il avait dit « tu vas voter pour soutenir mon avis à moi », carrément, il y a des rumeurs au sein du ministère qui, à la suite de ça, ont suggéré qu'Emmanuel Macron aurait envisagé une enquête interne et des sanctions, mais qu'après, il a rétrogradé parce que ça aurait été bien trop visible. Et là, quand même, ça aurait soulevé de sérieuses questions et auprès de gens qui l'inquiètent. Et que les idiots, s'il vous plaît, s'abstiennent de venir nous expliquer que ces infos sont fake et que c'est l'archevêché qui aurait proposé l'installation des vitraux contemporains et du nouveau mobilier design que vous avez vu, et que les vitraux de Viollet-le-Duc, en vérité, on les a pas jetés. Ils seront exposés dans une future exposition, dans un musée de Notre-Dame de Paris qui est juste à côté. Encore heureux, les amis, j'ai envie de vous dire qu'ils les détruisent pas simplement et purement, ces vitraux. Ça fait partie du patrimoine historique de la France. Et quel est le rapport? Pourquoi tu vas les mettre dans un musée à côté alors qu'on peut les réinstaller pour préserver l'harmonie, la cohérence et l'histoire? Ils en ont pas marre, eux aussi, à venir toujours, c'est eux les rabat-joie, à venir nous dire « mais vous vous offusquez ?» Oui, on s'offusque. On s'offusque parce que nous, on est des révolutionnaires. Et il y a des choses aujourd'hui qui nécessitent qu'on monte au créneau. D'autant que là, ce que ces gens n'ont tout simplement pas compris, c'est qu'il est illégal aussi. Un président illégal, bon, ce ne serait pas la première fois, vous allez me dire, mais là, il ne respecte même pas la charte de Venise. Parce qu'on dirait que M. Macron, la charte de Venise, il ne sait même pas qu'elle existe. Clairement, il n'a pas le droit de modifier les édifices qui dépendent de ce traité. Et manque de peau pour lui, Notre-Dame de Paris y est. C'est une faute administrative, voire juridique. Parce que oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, la Charte de Venise, officiellement connue sous le nom de Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, est un texte fondamental dans le domaine de la conservation du patrimoine architectural.
Adoptée en 1964 lors du deuxième congrès international du Conseil international des monuments et des sites à Venise, cette charte est un guide essentiel pour la conservation et la restauration du patrimoine culturel. L'un des principes clés de cette charte, l'authenticité. La charte souligne l'importance de préserver l'authenticité des monuments et des sites. Elle stipule que les interventions doivent respecter l'authenticité des matériaux, des techniques de construction et des éléments historiques. Plus clair que ça, tu peux pas. La charte de Venise a eu une influence considérable sur les pratiques de conservation à travers le monde. Elle a établi des normes qui ont guidé de nombreux projets de restauration et a contribué à la reconnaissance de la conservation du patrimoine comme une discipline professionnelle. Elle est souvent d'ailleurs citée dans le cadre de la gestion des monuments historiques et des sites patrimoniaux pour garantir que les interventions respectent les principes, je vous le disais, établis. Alors, je n'ai qu'une seule question, c'est quoi ton souci, Manu? On a bien compris que tu souhaitais transformer Notre-Dame de Paris en temple maçonnique, parce que tous les codes sont là pour ceux qui savent où regarder et pour ceux surtout qui ont la connaissance. Mais comment un président seul peut décider de remplacer des vitraux millénaires de Notre-Dame de Paris? Et ceci, en plus, contre l'avis de tous les experts du patrimoine national. Cela s'appelle clairement de l'abus de pouvoir, Manu. Oui, on savait depuis un moment que tu partais un petit peu en biberine et que tu te prenais pour un roi. Une confirmation de plus. C'est comme une gifle donnée à cette beauté qui a traversé le temps pour nous atteindre dans un lieu qui est sacralisé. C'est tout bonnement impensable. Un président ou un dictateur? La question est lâchée. Je le pose ça là. Comment se fait-il que personne ne bronche, les amis, que personne ne monte au créneau? Un président a une fonction temporaire et cela ne lui accorde pas le temps d'un mandat de saccager un lieu religieux avec ses symboles pervertis. D'ailleurs, il y avait un général, J.L. Georgelin, qui était chargé de la reconstruction de Notre-Dame. D'après certains bruits de couloir, il n'était pas d'accord du tout, mais alors pas du tout sur ce qui était en train de se tramer. Bien, devinez quoi, il est où, monsieur Georgelin? Parce qu'on l'aimait bien, nous, Georgelin. Eh bien, pas de bol, il a fait une mauvaise chute dans les Pyrénées et il a disparu. C'est quand même drôlement ballot. Jean-Louis Georgelin meurt le 18 août 2023 d'une chute en montagne, au cours d'une randonnée au sommet du mont Vallier sur le territoire de la commune de Borde-Uchentein en Ariège. Son corps est retrouvé dans la soirée par le peloton de gendarmerie de haute montagne sur les pentes du mont Vallier en contrebas du col de Faustin. On a donc ici un ancien militaire, donc entraîné, super sportif, adepte des hiking, qui fait des randonnées de manière, je vais pas dire quotidienne, parce que là je fais ma marseillaise, mais régulière. Et il est fort, il est endurant, il est en pleine forme, qui a aussi toute sa tête, hein, parce qu'il y en a, j'ai vu, qui ont essayé de dire que peut-être le monsieur s'était perdu, mais le monsieur, il enseignait encore à Sciences Po, donc bon, c'est pas non plus comme s'il était frappé de sénilité. Eh bien, on a ce monsieur-là qui chute malencontreusement lors d'une mauvaise randonnée. Ben voyons. Et en plus, c'est très à propos, puisque c'était au moment où il était le plus opposé au projet de restructuration de la cathédrale. Qui a besoin de plus pour dire que tout ceci sent extrêmement mauvais? Honnêtement, moi, ce que je pense, c'est qu'en vérité, tout comme François Mitterrand avant lui, Emmanuel Macron est un exemple type des initiés. François Mitterrand disait à l'époque « Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Je me sens en communication avec les forces telluriques de ce qui fut toute l'histoire de la France. Rien ne m'en écarte, rien ne m'en a écarté, et c'est ainsi que je finirai. » François Mitterrand a laissé dans Paris l'empreinte tangible de ce qu'il était, un ésotérique. Et je suis désolée si je vais en heurter plusieurs, ça c'est un fait indiscutable. Hein. Tous les historiens, tous ceux qui se sont un peu penchés sur la vie de Mitterrand, tous ses amis, y compris Isabelle Tessier, qui était limite son bras droit, parce que vous savez que Elisabeth Tessier, l'astrologue, elle l'accompagnait et qu'il la consultait pour chaque grosse décision. Et qu'elle a écrit un livre où justement elle en parle avec des mots peut-être un petit peu moins frontal, histoire de ne pas se faire censurer. On va voir d'ailleurs si cette vidéo va passer, mais bon, les choses sont dites. Et d'ailleurs, cet ésotérisme de Mitterrand est remarquable dans les témoignages de pierre, d'acier
et de verre qu'il nous a laissés. Parce que oui, il nous a laissé de nombreuses preuves. Ces 2 septennats furent marqués par une somme impressionnante de projets architecturaux démesurés. Par exemple, les colonnes de Buren qui jouxtent le palais royal, outre leur symbolisme complexe, elles sont un véritable et très concret outil servant à anticiper les dates propices au culte sanguinaire des démons d'adorer les civilisations amérindiennes. Parce que oui, avant que je me fasse insulter et que certains montent au créneau, en effet, les colonnes de Buren forment en fait un gigantesque calendrier comme ceux qui étaient utilisés par les hauts initiés précolombiens. Les 260 cylindres parfaitement alignés en 13 lignes de 20 colonnes sont conformes aux 13 mois de 20 jours du calendrier religieux maya qui servait à déterminer les dates des sacrifices humains. Pour ne parler que de ça, les amis. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, et malgré qu'entre-temps, même sur Wikipédia, je crois que ça a été changé, histoire de ne pas réveiller la curiosité et l'intérêt des plus malins, la pyramide du Louvre, elle a exactement 666 facettes. Ils en ont rajouté, mais c'est 666. Alors bien sûr, vous ne l'aurez pas sur Internet, mais si vous lisez les bons bouquins et si vous avez les bonnes références, croyez-moi, c'est quelque chose qui est indiscutable, c'est factuel. J'ai voulu me concentrer dans cette vidéo sur les colonnes de Buren parce que je pense que c'est ce qui est vraiment le plus parlant. Parce que bon, à quoi peut donc servir la reproduction d'un calendrier qui augurait de la réussite des actions humaines en donnant une date propice à leur mise en œuvre qui les soumettait à l'approbation préalable des sorciers impitoyables en leur offrant des sacrifices rituels en plein cœur de la République française qui se déclare laïque. Parce que c'est ça, hein, ils ont reproduit ça. Buren, l'architecte, nomma sa construction les 2 plateaux en référence au plateau de la balance de la justice. Les colonnes matérialisent, au cœur de Paris, la place des colonnes de l'antique cité mexicaine de Chichen Itza, cité qui était dominée par la caste des sorciers de l'eau. Les 11 monuments construits sous la direction de François Mitterrand sont tous truffés de ce genre de symboles. Ce sont des monuments à connotation religieuse, comme l'est aussi le bâtiment du Parlement européen, qui symbolise, selon certains, la tour de Babel. François Mitterrand a supervisé en personne leur construction, exigeant, attentif aux moindres détails et sur les 11 monuments, comme le fut d'ailleurs aussi attentif aux moindres détails que le fut Benjamin Franklin lors de l'élaboration du billet de $1. Et pour ceux qui savent, la symbolique dans le billet de $1, elle est là quoi, on ne peut pas la nier. D'ailleurs, il y a tant à dire que je me tâte à faire une vidéo sur les architectures sous François Mitterrand. Dites-moi en commentaire si cela vous tente, parce que vraiment c'est assez bluffant. J'estime que ça pourrait peut-être valoir le coup, mais j'attends d'avoir vos retours. Et donc, dans le même genre que Mitterrand, on a maintenant Macron. Rappelez-vous, dans son premier rendez-vous télévisé avec les Français, il est apparu sur les écrans, sous la Marianne qui porte autour de son cou un étrange médaillon représentant un pentagramme très couramment rencontré dans la symbolique satanique. La pointe en haut signifie la suprématie de l'esprit sur la matière, la bienfaisance, la protection. Renversé avec la pointe vers le bas et accompagné d'une tête de bouc, le pentagramme est l'emblème de la destruction et du diable. Pouvait-il être plus explicite? Je ne pense pas, on vous l'a dit, le consentement, tout est annoncé, tout est toujours annoncé. Maintenant, il y a les ignorants, il y a ceux qui vivent dans le déni, il y a ceux qu'on appelle les conspirationnistes, il y a ceux qu'on ridiculise, et la vérité, c'est que tout le monde est bien averti. Le soir de son élection, le président Macron n'a pas choisi par hasard d'apparaître devant la pyramide du Louvre lors d'une mise en scène millimétrée. Puis c'est pas tout, c'est pas le seul truc. Quel sens donner aussi à ses propos mystérieux qu'il a tenus le 17 avril 2020 lors d'une entrevue avec le Financial Times? Que voulait-il dire quand il a déclaré « Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, qu'elle arrive ». Qu'est-ce qu'il entend? Enfin, c'est systématique. À chaque fois qu'il a l'occasion, qui fait le malin tombe dans le ravin, Manu.
Pour l'instant, tu passes entre les gouttes, mais ça va arriver. Ah oui, et puis surtout, il faudrait aussi qu'on fasse l'analyse du logo RF, parce que le logo RF, il y a beaucoup de choses à dire. Bien qu'on pourrait écrire un ouvrage entier sur la nouvelle version de Notre-Dame de Paris, elle peut se résumer en un seul et unique mot: occulte. Le projet de restauration dirigé clairement par un président avide de mysticisme a été conçu sans concession, dévoilant ouvertement ses intentions ésotériques. La cathédrale, transformée en un temple contemporain, n'est plus simplement un lieu de culte, mais un terrain d'expérimentation pour des rituels cachés. À travers les choix architecturaux et artistiques qui semblent délibérément choisis pour évoquer les forces obscures, la restauration n'a pas seulement redonné vie au mouvement, mais a aussi révélé une dimension cachée qui se joue entre la lumière et l'ombre, entre la vie et la mort, entre le sacré et le profane. Cette transformation semble confirmer que l'élite occulte n'est pas une simple légende urbaine, mais une réalité bien enracinée qui se cache dans les alcôves du pouvoir. Et j'ai envie de vous dire que en menant ce sujet de front, et puis depuis un certain temps que j'ai ma chaîne, l'évidence est telle qu'il y a de nombreux, en vérité, de nombreux sites à travers le monde qui corroborent cette thèse. On va dire que c'est une thèse. Et si vous souhaitez, si vous avez encore des doutes, si ça vous intéresse, si vous le souhaitez, si ça vous passionne, explorer ces mystères plus en profondeur, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, parce qu'il y a de nombreux lieux sinistres qui mériteraient qu'on y fasse un détour, et je pense que ça clouerait le bec à tous ceux qui sont encore dans le déni de cette réalité qui, pour moi, est de plus en plus factuelle. Peut-être pourrons-nous en discuter dans une prochaine vidéo. C'est vous qui choisissez, parce que vous le savez, cette chaîne, c'est aussi la vôtre. Voilà les amis, pour moi c'est fini. J'espère pas avoir été, moi, quand je suis passionnée, quand le sujet, quand c'est d'actualité et que le sujet il me met dans tous mes états, j'ai tendance à overreact et je suis un peu too much. Je m'excuse par avance. Sinon voilà, j'espère que cette vidéo ne va pas être strikée. Avant de vous laisser, je voulais remercier l'une de mes abonnées qui m'a envoyé 2 livres dont je veux absolument vous parler. J'en reparlerai encore parce que j'ai pas eu le temps de les lire dans leur intégralité, mais je les ai parcourus et qui sont extrêmement intéressants, extrêmement bien faits. Donc merci Martine Dick pour son livre. Je vous mettrai dans la barre de description de ma vidéo, pour ceux qui sont intéressés, le lien pour en savoir plus. Vous voyez, celui-là, c'est Origine et pratique des anciens tradithérapeutes. Et honnêtement, c'est passionnant. Et ça, encore une fois, c'est des choses qu'on a besoin de savoir. C'est des choses avec lesquelles il faut qu'on se reconnecte. Il y a celui-là et il y a celui-là. Le pouvoir des guérisseurs, toujours de Martine Dick, qui est une alternative pour vous soigner autrement. Et génial. Je pense qu'il faut absolument, surtout de nos jours, surtout quand on voit ce qu'ils nous ont fait, surtout quand on voit ce qui s'est passé, surtout quand on voit comment il y a de plus en plus de dénonciations sur les vraies posologies de certains médicaments, sur les effets secondaires qu'on a toujours ignorés, etc. D'ailleurs, s'ils ont voulu faire passer les guérisseurs et ce genre de médecine alternative pour des philosophies du New Age ou pour des trucs luberlus qui marchent pas et dont seuls les hippies sous substance adoubent, c'est faux. C'est faux. La volonté de décrédibiliser les anciens guérisseurs, elle vient du fait qu'ils ont voulu monétiser votre santé. J'estime même en vérité que c'est d'utilité publique de nos jours. Voilà, merci Martine pour ce beau cadeau. J'apprécie énormément et je le répète, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous mets les liens dans la barre de description de cette vidéo. N'oubliez pas la pétition et des livres d'utilité publique. Bon, c'est bon, cette fois-ci, j'ai fini. N'oubliez pas notre rendez-vous du milieu de la semaine prochaine, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris et qui ratent et qui après comprennent pas comment retrouver mes vidéos. Je serai là, dorénavant, je pense, le jeudi et bien évidemment le dimanche. J'espère que cette vidéo ne va pas être strikée. Pour éviter cela, vous savez quoi faire. On like à fond. On commente, on partage, c'est pas pour moi, c'est pour l'algorithme. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort. Et pour ce qui s'annonce dans le futur, on a besoin d'avoir une communauté. C'est important. Je le note chaque jour à travers mes recherches, à travers l'histoire, à travers des éléments significatifs. Il faut
une communauté, il faut qu'on soit unis. Ne serait-ce que pour faire circuler les vérités et pour éveiller les consciences. Voilà, cette fois-ci, c'est bel et bien terminé. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.